Il était comme ça? Non, alors il était dans l'autre sens. Il y a des conditions particulières pour la conservation? Alors, justement, vous regardez là, si vous regardez en surface, vous voyez ces petits cristaux cubiques. Donc ça, c'est de la pyrite. Et on voit qu'il y en a à l'intérieur. Donc c'est très 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 pyritisé, les sédiments en Jacques. Et la pyrite, c'est un petit peu l'enfer pour la conservation. Ouais. Parce que la pyrite a tendance à ne pas être stable dans le temps. Elle va s'oxyder, elle se transforme en poussière. Et là, on ne sait pas. Mais depuis 2010, on n'a eu aucun problème. Apparemment, les eaux sont stables. Okay. Alors la pyrite, ça ne veut pas dire grand-chose non plus, parce qu'en fait, il n'y a pas une pyrite, mais il y a au moins une vingtaine de sortes de pyrites. Donc il y en a qui sont stables dans le temps, et il y en a qui ne le sont pas du tout. Donc voilà. Et puis après, pour vous une idée des remontages de Doumé, bon, celui-là, il doit y avoir un petit peu d'interprétation. Mais grosso modo, tout est démonté, et puis après, il va s'amuser à mettre des attelles, à mettre du coton, et puis tout ce qui peut encore avoir un contact et recoller. Donc pour une campagne de fouilles, pour 800 os, il travaille à peu près 1 an derrière. Mais c'est un des rares, vraiment des très très rares sites paléontologiques où on voit quasiment tout qui est préparé. Voilà. Alors après, je ne sais pas quel est l'intérêt de remonter tout, mais voilà. Vous voyez la différence de couleur aussi des sédiments. Vous avez des choses noires, vous avez des choses plus brunes, et elle est due à quoi, des choses complètes, des choses... Alors, elle est due à la position dans le gisement. Vous avez vu sur le gisement, quand on est en bas, il y a des sédiments qui sont marrons en haut et plus noirs. Et donc, en fait, c'est lié à l'oxydation, tout simplement, dans la proximité du sol. Et donc les os qui sont marrons, ça, on sait que ça va plutôt être dans la partie supérieure. On les a pointés, mais on pourrait vérifier, ça marcherait. Et les os noirs sont dans la partie inférieure. Et après, vous avez des éléments comme ça qui sont complètement vous voyez, complètement enfoncés, cassés. Et on vous parlait de peut-être des épisodes de trampling, donc de piétinement par d'autres animaux. Ça, c'est des os qui, par définition, sont plutôt intéressants pour ça. Parce qu'il y a vraiment un écrasement, mais il n'y a pas tellement de perte de matière. Donc c'est des os qui ont vraiment été écrasés sur place. Et on sait que ce n'est pas le poids du sédiment qui fait écraser l'os, puisqu'il y a des os qui, eux, ne perdent pas leur forme. Et puis, inversement, tiens, vous voyez là un changement de couleur. Ça, c'est parce qu'il y avait des morceaux très pyritisés. Like it was probably pyrite you had here. So we remove the pyrite and you have this kind of scar on the surface of the bone. Donc on va avoir tout un tas d'os et des os qui vont être soit parfaitement conservés sans aucun problème, soit en tout petits morceaux. Et puis des fois sur certains tibias, on va avoir la partie proximale et la partie distale qui sont trouvées à 50 mètres l'un de l'autre, enfin 50 mètres j'exagère, à 50 cm l'un de l'autre, mais bon, il y en a tellement sur le terrain, et en fait, quand on les recolle, il manque rien du tout. Donc ça, c'est pour les... Alors, qu'est-ce qu'il y a de sympa? Et c'est spécifique à Anjac, ou c'est vraiment... c'est assez rare quand même de pouvoir faire ça? Ah, c'est assez rare de pouvoir faire ça, mais il faut avoir énormément de spécimens. C'est ce qu'on est en train de monter par prototypage. Donc ça, c'est juste un moulage. Et grosso modo, c'est la mâchoire de Mimo. Donc là, tous les éléments qui ont servi à la reconstituer sont des éléments que nous avons scannés. Donc là, il n'y a rien inventé. Bon, là, il y a des manques à ce niveau-là, mais il a vraiment une très très grande fenêtre au niveau de la mandibule. Mais pour vous donner une idée des pièces originales, voilà, là, vous allez avoir un dentaire original. Donc voilà. Ça, c'est cette partie-là de la mandibule. Ce que vous avez ici, c'est la symphyse. Donc en fait, vous imaginez le même os de l'autre côté, et ça vous donne la forme du dentaire, enfin les deux dentaires réunis postérieurement. Et donc on voit bien que si on regarde la rangée où il doit y avoir les dents, on voit bien qu'il n'y a aucune dent qui est préservée. Donc une des questions qu'on se pose, c'est qu'on va sans doute faire du CT scan de ces parties-là pour aller voir si on ne trouve pas des bourgeons de dents, pour savoir si en termes évolutifs, cet animal n'avait pas des dents, peut-être que les juvéniles avaient des dents, enfin voilà. On a tout un tas de petits os comme ça, donc le dentaire, ça c'est encore assez parlant. C'est du coup pour la marque cartilagine. Donc ça c'est très typique chez les ornithomimosaures. En plus il y a des petits caractères, il y a ce petit bourrelet qui est là qu'on retrouve chez les ornithomimosaures. Donc voilà. Et la particularité, ça serait sans doute l'holotype. Enfin il y en a d'autres qui sont plus complets.
mais je pense que c'est cet os qui va servir d'holotype à la future espèce. Donc l'holotype, c'est la pièce de référence. Alors vous me dites pourquoi un holotype? Parce que j'ai tout ça, mais j'ai pas de squelette en connexion. Donc je ne peux pas choisir l'ensemble du matériel, donc je vais choisir un holotype qui sera sans doute ce carré parce qu'il est vraiment très bizarre. Il a toutes ces ouvertures, il est très aéré si je puis dire. Et donc on s'en servira pour décrire l'espèce, ça sera l'objet de référence. Mais à partir de là, évidemment, on aura aussi à notre disposition tout le reste du squelette. Donc voilà. C'est pareil, vous voyez la complexité de la vertèbre. Alors en fait, les vertèbres sont composées, ce que je vous disais, de deux parties. Donc vous allez avoir le centrum qui se met en dessous, et ça c'est ce qu'on appelle l'arc neural. Donc là vous avez les arcs neuraux qui sont préservés. Vous voyez, les arcs neuraux, ils sont composés de tout un tas de petites lamines qui sont ultra fines, qui font 2 à 3 mm. Donc sur le terrain, souvent, ils sont un petit peu cassés. Mais on arrive quand même à les reconstituer. Donc c'est pour ça que je vous dis que même si on casse sur le terrain, il faut tout récupérer, essayer de tout reprendre. Et donc ça, c'est des pièces qui sont assez importantes parce qu'il y a énormément d'informations données par toutes ces lamines. Et on peut les replacer assez facilement. Donc là, vous voyez que j'ai celle-là, je ne sais plus, je ne les ai pas appris par cœur, mais ça, c'est une D4. Donc c'est la 4e vertèbre dorsale. En fait, pour savoir ça, on va regarder la position de toutes les apophyses qui partent dans tous les sens, de l'apophyse qui est ici. Et en fonction de ces positions-là, on peut reconstituer le squelette vertébral pièce par pièce. Donc voilà, donc ça, c'est des pièces qui sont très sympas à trouver. Alors après, effectivement, elles sont pas toujours complètes. Bon, les D1, il y en a pas mal, par exemple. Vous en avez... Non, celle-là, c'est peut-être pas la même, je sais pas. Ça, c'est les premières tentatives de reconstitution qui sont pas... Donc bon, voilà, vous avez toutes ces vertèbres qui sont plus ou moins complètes, mais qui ont été préparées puis réétudiées une par une. Ça, c'est du matériel de choix pour les paléontologues quand on fait les études de dinosaures. Je vous parlerai du reste de squelette, on va le voir parce qu'il y a des pièces qui sont dans le... Ahorita nos vamos a centrar en la exposición del sitio paleontológico que vamos a y bueno, que es muy interesante de esta exposición en este sentido con respecto a los dinosaurios gigantes. Pues los dinosaurios gigantes que comentas, que se conocen como saurópodos, son dinosaurios que tienen después de la cola muy alargada.